Bonjour monsieur et madame vous, c'est Ilikia. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo de la série Mystère, c'est l'effet Mandela. Je ne vais pas vous parler uniquement que de l'effet Mandela en lui-même parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui ont été faites à ce sujet, mais je vais vous parler d'où ça provient et en fait de la mort suspecte de Nelson Mandela. Qu'est-ce que c'est l'effet Mandela? C'est un souvenir collectif qui diffère de la réalité. Simplement. Certains disent que c'est parce qu'on est des êtres multidimensionnels dans des univers multidimensionnels. D'autres disent, semblable à ça, que des réalités existent en simultané. Il arrive parfois que quelqu'un change de réalité, tout d'un coup, il ne vit plus dans la même réalité. Je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Pourquoi on appelle ça l'effet Mandela? En fait, ça vient du leader, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. C'est que Nelson serait mort dans les années 1980 selon un souvenir collectif. Mais en réalité, dans notre réalité, pour parler comme les gens qui croient à ça, en fait, M. Nelson Mandela est mort en 2013, comme nous le savons tous. Sa mort est très suspecte en fait et il y a beaucoup de dates différentes. Je vais vous expliquer un petit peu cela tout à l'heure, mais pour l'instant je vais commencer par vous montrer des exemples concrets pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'est l'effet Mandela. Si jamais vous avez jamais vu ça, j'ai essayé de trouver des exemples qui viennent plutôt du Canada, qui viennent nous toucher nous ou du Québec, des choses qui vont vous parler un peu plus et que c'est plus possible que vous ayez remarqué cela. Le premier exemple que je serais tentée de vous montrer, c'est le bonhomme de Monopoly. Selon votre souvenir, lequel est le bon logo? En fait, c'est celui du haut qui ne possède pas de monocle. Et non, le bonhomme Monopoly n'a jamais eu de monocle. Ensuite, nous avons Target. Selon vous, lequel de ces trois logos est le logo actuel, le réel logo de Target? Le vrai logo, c'est celui-ci. Voici en fait l'évolution du logo Target depuis sa création. Le prochain logo, c'est celui de Pepsi. Est-ce que vous pouvez croire que le logo que vous voyez à gauche n'a jamais existé? Ça a toujours été celui de droite. Moi, je crois pas à ça du tout, parce que ce logo a bel et bien existé. J'ai connu le logo de gauche, comme je vous le montre à l'écran. Il a bel et bien existé, comme sur les canettes qu'on peut voir. Et même que je me souviens de l'écriture Pepsi dans la barre blanche du milieu, comme ceci. En fait, il y a des gens qui pensent que le logo de gauche n'existe pas, sauf que vraiment exister, c'est pas un effet Mandela. Sauf que ce qui est dit, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient que les couleurs auraient été inversées en fait. Moi, je me souviens pas de ça. Vous êtes familier avec le logo Febreze? Ben en fait, non, c'est ce logo. Ben oui, il y a juste un E dans Febreze. Ensuite, on aurait le logo Ford. Je vous laisse regarder l'image un peu. Dites-moi lequel des deux logos vous pensez qui est le vrai, le bon. Parce que plusieurs personnes ne se souviennent pas du tout d'avoir vu le bon logo. En fait, le logo avec la petite queue dans le F. Il y a même des gens qui ont tenté de trouver des preuves comme quoi le logo qui n'a pas la petite queue a déjà existé, alors qu'en fait, non. Et pourtant, j'ai trouvé cette image sur Internet qui montre bel et bien le logo Ford avec le F sans la queue. C'est la même chose pour le logo de voiture Volkswagen. Voici le logo que les gens croient que c'était avant celui d'aujourd'hui. Et même, il y a une photo encore là d'une preuve d'une pièce de voiture avec ce logo-là dessus. Les gens pensent qu'il n'y a pas la petite barre comme on peut voir là qui sépare le milieu du logo qui en réalité est bien présente comme on peut voir depuis les années 1938. Maintenant, vous reconnaissez KitKat? Quel est le bon logo d'après vous? Parce qu'il y en a un des deux qui n'a jamais existé sauf si vous étiez en Angleterre dans les années 40. C'est celui avec le petit trait d'union entre le Kit et le Kat. Ce logo n'a jamais existé. Un autre logo que vous pourriez reconnaître si comme moi vous avez été enfant un jour ou si vous avez maintenant des enfants, c'est le logo de Looney Tunes. Lequel entre ces deux logos pensez-vous qu'est le bon? En fait, c'est le logo de gauche, celui avec un U. C'est sûr que c'est un nom anglais, donc ça fait peut-être plus de sens pour les anglophones, parce qu'on a tous tendance, avec une mentalité anglophone, à écrire Toons avec deux O comme le mot cartoon.
alors que c'est tunes comme des chansons, comme des tunes de musique. Pour le logo Pringles, c'est un peu la même histoire que le bonhomme de Monopoly. Le bon logo, c'est celui qui n'a pas de monocle. Pour Pikachu, l'affaire là-dedans, c'est qu'il n'y a jamais eu de queue noire. Ouais, moi tu m'aurais demandé de le dessiner même si j'étais pas fan de ça, je l'aurais dessiné avec le bout de la queue noire. Là, la prochaine image, vous reconnaissez tous les céréales Fruit Loops et je vous demanderai de me dire lequel est le bon logo selon vous, parce qu'il y a eu seulement une des deux qui a existé, une des deux boîtes. Et je vous avouerai que ça, moi, ça m'avait totalement confuse, je ne savais pas, et encore là, en faisant le montage, j'ai dû retourner voir sur internet pour savoir c'était quoi la vraie version. Donc voilà, je vous révèle ce qu'était la vraie version. Tadam! Ben oui, à ce qu'il paraît, Fruit Loops, c'est toujours écrit avec les deux O en forme de céréales dans le mot fruit. Ouais. Puis du côté de Disney maintenant, Mickey Mouse, laquelle des deux figurines que vous voyez est la bonne? Vous remarquez la différence au niveau des bretelles? Est-ce que Mickey Mouse avait des bretelles ou non? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh bien non! Mickey Mouse n'a jamais eu de bretelles officiellement. Cependant, comme vous voyez sur cette photo, il y a eu beaucoup de figurines ou de gens de compagnie qui dessinaient Mickey Mouse pour le représenter avec des bretelles, donc ce qui est très étrange parce qu'à ce qu'il paraît, il n'y en aurait jamais eu. Moi, je me souviens moi-même de dessiner des bretelles quand j'étais enfant. C'est bizarre. Puis pour nommer des exemples qui sont pas vraiment visuels, on retrouve aussi des effets Mandela dans des films, dans des chansons, dans des citations et plus encore. Comme la chanson populaire de Aqua. I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me anywhere, imagination, life is your creation, come on Barbie, let's go Barbie, yeah. Ben en fait, la chanson I'm a Barbie girl in a Barbie world, c'est pas ça. Non, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai une période de mon adolescence qui a été marquée par cette chanson-là grâce à une amie qui m'avait fait comme connaître ça. Puis en tout cas, j'avais animé de la radio dans ce temps-là, de la radio étudiante. Donc cette chanson-là, elle a aussi comme son histoire, là, elle a des anecdotes. Donc personnellement, moi, ça me touche. La vraie phrase, le vrai titre, les vraies paroles de la chanson, c'est I'm a Barbie girl in the Barbie world. Une fille Barbie dans le monde de Barbie. C'est pas je suis une fille Barbie dans un monde de Barbie, mais bien dans le monde de Barbie. Et ça, c'est très bizarre. Ça, c'est comme un monde de poupées ou le monde de poupées. Et il y a beaucoup de changements comme ça qui font un peu peur quand tu les additionnes ensemble. Je vais pas vous les nommer, mais ça ressemble beaucoup à des exemples comme ça. Il y en a qui disent que ça concorde avec des dates d'événements, de gros changements qui ont eu lieu. Puis c'est comme un petit... ils changent des petits trucs subtils comme ça pour dire que ben, dans la réalité où on est rendu, on a été manipulé de telle façon. Et exemple, on est rendu dans le monde de poupées. Alors qu'avant, on parlait d'un monde de poupées. C'est comme si notre monde a été altéré. Donc, ça coïnciderait avec gros des événements, des changements politiques, climatiques, des trucs de même. Ok, je vais m'arrêter là pour tout de suite. Il y a aussi Barbara Streisand. Je vais mettre son nom et sa photo. Je connais pas trop son histoire à elle, tout ça, j'ai pas vraiment suivi sa carrière, là. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai fait une erreur dans le prénom volontairement parce qu'en fait, son nom s'écrirait comme ça. Ouais, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler d'une Barbara Streisand et non Barbara. Hein? Fait que là, il y a comme des millions de fans qui se demandent ben, pourquoi son prénom a changé sans raison apparente comme ça. En fait, il n'a pas changé, c'est qu'on n'est pas dans la même réalité. Dans le film Forrest Gump, maintenant, vous savez là, la fameuse phrase qui dit que la vie est comme une boîte de chocolat. C'est tellement célèbre cette phrase-là que beaucoup d'autres films l'ont repris, tu sais, comme pour rendre un hommage. C'est comme devenu une expression que beaucoup de gens reprennent. Mais la version originale dit clairement « La vie était comme une boîte de chocolat » et non « est ». Ouais, c'est au passé. Donc encore là, c'est un petit peu comme le même feeling que I'm a Barbie girl in the Barbie world. C'est comme si là, c'est la vie était et non la vie est. C'est comme si, oh, on a changé de réalité, on va changer un mot. My mom always said life was like a box of chocolates.
Aussi dans le film très populaire de Star Wars, le monsieur méchant avec un casque. Ça paraît que je suis pas fan de ça, mais je suis quand même assez pas fan pour connaître cet effet Mandela-là. Il dit « Luke, je suis ton père. » Luke, I am your father. Ça vous dit sûrement quelque chose, ça? Ben, je suis désolée de vous apprendre que il dit pas Luke, je suis ton père. Non, il dit No, I am your father. Non, je suis ton père. Pourtant, il y a tellement de gens qui se souviennent que c'était Luke et non le mot non, que plein de compagnies, tu sais, des compagnies qui font des t-shirts, des posters, des produits dérivés du film, des parodies, des whatever, plein de monde qui font ça, qui citent ça comme étant Luke, je suis ton père. Mais en fait, c'est non, je suis ton père. Tu sais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde qui se sont fourrés? Puis une autre affaire bien étrange, c'est qu'il y a plusieurs maps qui ont changé, je vais dire à travers les réalités, mais pour moi, dans ma réalité, on va dire à travers les années. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient laissé des erreurs de map dans notre réalité qui en fait provenaient d'une autre réalité, donc ils les ont corrigées. Fait que là, il y a des gens qui se souviennent que les maps étaient différentes et effectivement, dans la plupart des cas, on a retrouvé des maps qui étaient différentes, des maps officielles, des anciennes maps marines, même Google Maps et l'Atlas du monde qui ont, entre autres, paru plusieurs versions avec une île qui n'existe pas. Ça, c'est bizarre. Pourtant, l'île apparaît sur ces maps-là, apparaît sur beaucoup d'autres maps depuis les années du 19e siècle. Et là, je parle en fait de l'île qui s'appelle l'île de sable, Sandy Island. Il y a déjà une autre île qui s'appelle comme ça, qu'il ne faut pas confondre. L'île de sable, ça se situerait entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est devenu une île fantôme qui a été officiellement infirmée en 1979, comme quoi, ben, elle n'existait pas. Sauf qu'il y a plein de gens qui se souviennent de cette île-là. Mais depuis ce temps-là, en fait, l'île semble avoir disparu sur toutes les maps partout. C'est vraiment infirmé comme quoi, ben, confirmé comme quoi elle n'existe pas et infirmé qu'elle existe. Tous les gens qui viennent de là, tout ça semble avoir disparu en même temps. Parce que vous vous doutiez bien qu'il y avait des gens qui habitaient là, qui venaient de là, et les gens qui prétendaient venir de là, tout ça, tout d'un coup, ils ont tous disparu en même temps. Est-ce que la réalité aurait été réajustée ou ils seraient retournés dans leur réalité et nous la nôtre? Je vais vous mettre d'autres images de maps qui ont changé. On a la Nouvelle-Zélande qui, en fait, il y a beaucoup de gens qui la voient, qui s'en souviennent, qui sont sûrs que l'île était beaucoup plus rapprochée et plus haute qu'elle est en réalité. Et il y a aussi beaucoup d'incompréhension au niveau de l'Amérique du Sud, comme vous pouvez voir sur les deux maps. Donc maintenant que vous avez vu beaucoup d'exemples, vous comprenez un petit peu plus c'est quoi l'effet Mandela. Il y en a vraiment beaucoup d'exemples. Il y en a un, entre autres, qui au niveau du corps humain, il y a beaucoup de documents qui démontrent que le cœur avant était dans le milieu ici, au lieu d'être comme à gauche. L'anatomie, c'était pas tout à fait pareil là, ici. Puis il y en a gros qui se souviennent que c'est comme ça qu'ils ont appris les choses et tout. Bref, j'ai pas fait plus de recherches là-dessus parce que ça finit plus. Il y a vraiment beaucoup d'exemples d'effets Mandela. La plupart viennent beaucoup des États-Unis, certains de l'Europe, que j'ai pas mis parce que c'est trop niché. Si vous voulez faire des recherches en particulier pour les effets Mandela de votre région, tout ça, ben je vous invite à aller les faire vous-même sur Google. Ok, fait qu'on va revenir sur la mort de Nelson Mandela parce que c'est de lui que tout ça est parti. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'obstination, de débats sur sa mort, la date de sa mort. Ça me laisse très perplexe, je ne sais pas qui croire. En même temps, ça arrive souvent que soit le gouvernement ou des grosses organisations quelconques trafiquent les circonstances de mort de quelqu'un ou la date, tu sais, pour cacher, camoufler ou pour protéger quelque chose. Il y a beaucoup de morts suspectes, donc ça serait pas étonnant. En même temps, c'est de là qu'est partie la théorie des effets Mandela, mais ça veut pas dire en fait que les effets sont vrais, même si le décès de
Nelson a été trafiqué. Ça veut peut-être simplement dire que ça cachait quelque chose parce que je vais vous expliquer qui était Nelson Mandela et pourquoi sa mort est si suspecte. Et ça n'a peut-être aucun rapport avec les effets Mandela parce qu'en fait, le premier effet Mandela provenait de la date de sa mort. Je vais vous expliquer les différentes informations que j'ai, les différentes théories sur sa mort, mais avant d'embarquer là-dedans, je veux juste vous dire que si plusieurs personnes ont un tel souvenir de sa mort, et d'autres un tel souvenir de sa mort, et d'autres un tel souvenir de sa mort, ça veut pas dire que ce sont des souvenirs collectifs, donc des effets Mandela, comme les exemples que je vous ai montrés tantôt. Ça veut peut-être simplement dire que c'est vraiment vrai que sa mort a été trafiquée afin de cacher quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est un faux souvenir collectif parce que c'est peut-être vraiment vrai. Donc c'est vraiment vrai, c'est plus un faux souvenir, donc l'effet Mandela n'existe pas parce qu'elle est basée là-dessus. Je sais pas si vous me suivez. Fait que premièrement, il serait supposément mort 6 mois avant la date annoncée. Bon, 6 mois, c'est pas grand-chose. Il serait mort normalement en 2013. Je me souviens plus la date là, par cœur, mais à ce qui paraît, il serait mort 6 mois avant selon une théorie qui dit qu'à cause du nouvel ordre mondial, il voudrait faire coïncider sa mort avec une date spéciale en numérologie puis en astrologie. Est-ce qu'il changerait la mort de quelqu'un juste pour ça? Moi, je pense que si on a changé pour cacher quelque chose, ça va vraiment plus loin que ça. Yes, he died June 26, 2013. President Obama and 90 other kings, princes, and world leaders traveled to South Africa for the funeral of someone already long dead? What? Well, let's backtrack a bit. Les histoires sont contradictoires quant à savoir si Nelson Mandela a été maintenu en vie depuis juin, par un système artificiel, qui peut même garder un cadavre sans tête. Oui, sans tête. Des rapports ont révélé que les enfants de Nelson Mandela ont choisi de s'opposer à l'arrêt du système de survie, pour obtenir un avantage financier. Il est rapporté qu'en Afrique du Sud, on ne peut pas poursuivre la succession d'un mort, donc, pour que les héritiers se bousculent pour la position la plus favorable concernant la succession estimée de 12 millions de dollars, ils ont été forcés de maintenir le métabolisme de Nelson Mandela même de la façon la plus primitive. D'autres rapports indiquent que le maintien artificiel de la vie a été effectivement terminé en juin dernier. Alors que le président de la séance et les 2 anciens présidents étaient présents, il est intéressant de noter que tous les 3 ont été réunis au Sénégal lors de la mort de Mandela, il y a 6 mois, juin 2013. Tous ensemble, en même temps, en Afrique, 2 fois, ça défie la coïncidence. De plus, les Bush sont retournés au Sénégal, après ce récent enterrement de Nelson Mandela. En décembre 2013, les Bush, Clinton, Obama, Holder et Jarrett étaient sur Air Force One, en route vers l'Afrique du Sud. Avec 91 rois de la Terre réunis. Ce n'était pas une erreur, d'y retourner une seconde fois. Il y a un certain groupe de gens qui sont sûrs et certains que Nelson Mandela est mort le 23 juillet 1991. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette date-là. Tellement qu'il y a même 2 enseignantes qui ont écrit un livre à des fins éducatives pour leurs élèves. Je vais vous citer ce qu'il dit, c'est en anglais. Le livre s'appelle English Alive 1990. Fait que si vous faisiez une recherche dans ce livre-là, que vous tapiez dans votre recherche Nelson Mandela died, donc Nelson Mandela est mort, vous trouveriez cette phrase dans le livre. Ça se finit par When Nelson Mandela died on the 23rd of July 1991. Vous pourriez traduire ça comme quand Nelson Mandela mourut le 23 juillet 1991. Ça, c'était cette phrase-là qui est dans le livre que les enseignantes ont écrit. Puis le livre a été publié en octobre 91. Pourquoi il serait écrit ça dans le livre? Et pourquoi plein de gens se souviendraient de ça? Et que la seule preuve qu'on pourrait vraiment se fier, c'est ça. Cependant, depuis 2016, le livre est introuvable. Genre comme s'il n'aurait jamais existé. Dans notre réalité. OK! Puis plus récemment, en 2007, il y a George W. Bush qui parlait dans un de ses discours de la mort de Mandela. Donc il en parlait en 2007 sans nommer de date.
mais il a mentionné la mort de Mandela en faisant référence à un passé. Donc, on était en 2007, donc il peut pas être mort en 2013 s'il en parlait déjà en 2007. Je vais vous mettre l'extrait de la vidéo ici, c'est en anglais. Brutal rule. I thought an interesting comment was made when somebody said to me, I heard somebody say, you know, where's Mandela? Well, Mandela's dead because Saddam Hussein killed all the... C'est pas grand-chose, mais ce sont tous des petits détails qui fait que on se pose des questions. Maintenant, je vais vous parler du CERN. Je sais pas si je le prononce comme faux, c'est le CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est comme ça que ça s'appelait avant. C'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. C'est l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a été fondé en 1954. Il a été une des premières organisations à l'échelle européenne. Puis aujourd'hui, il compte plus de 22 États membres. Pour faire court, parce que c'est super complexe, je préfère une vidéo juste là-dessus si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de théories qui sont reliées au CERN. Mais pour faire court, le CERN, qu'est-ce que c'est? Ce sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Et les détecteurs, eux, ils observent puis ils enregistrent... Et les détecteurs, eux, ils observent et ils enregistrent le résultat des collisions. Donc, c'est ce genre d'expérience qu'ils font à l'organisation. Et il y a beaucoup de dates et d'informations, d'événements qui sont arrivés, qui concordent avec les activités du CERN en question. Donc, bref, il y a comme beaucoup de théories là-dessus, si ça vous intéresse. Je ferai une vidéo. Donc, en fait, il y en a gros qui disent que le CERN serait responsable des effets Mandela et qui pourrait jouer avec nos réalités. Il y a aussi la théorie plutôt psychologique, donc qui dit qu'on a une mémoire constructive. Ben en fait, qui dit c'est vrai. On a une mémoire constructive et les effets Mandela, comme on les appelle, seraient en fait des constructions de mémoire. La mémoire constructive, c'est une mémoire collective, donc c'est-à-dire, en fait, c'est notre mémoire à nous individuellement, mais le total de nos mémoires collectives. Parce que ce qui arrive, c'est comme une page Wikipédia. Les pages Wikipédia peuvent être modifiées par nous-mêmes ou par les autres. Une mémoire constructive, ce sont des souvenirs qui sont modifiés par les autres ainsi que par soi-même. C'est même une stratégie, en fait, il y a une stratégie déviée de ça que les psychologues utilisaient avec plusieurs de leurs patients pour leur faire changer leur mal de place. Donc, ils arrivaient avec un problème psychologique quelconque, vraiment un trouble mental, un blocage, whatever, et ils leur inculquaient des faux souvenirs ou ils leur modifiaient leurs souvenirs pour leur créer un problème comme plus grave, souvent même. Fait que ils changeaient le mal de place. C'était une technique vraiment souvent utilisée et elle est encore souvent utilisée aussi, mais par les policiers, exemple, donc dans des interrogatoires, comme pour identifier un individu coupable de crime, quand on va faire venir les témoins ou les victimes, selon les mots choisis pour identifier la personne en question. Les victimes ou les témoins choisissaient la mauvaise personne. Il y a eu plus de 300, en tout cas tout près de 300 cas de personnes, d'erreurs judiciaires, de personnes qui ont été emprisonnées alors qu'elles étaient innocentes. Je sais pas sur combien d'années le 300 personnes, c'est sûrement bien plus que ça, mais je me souviens plus du délai, c'est pas grave, anyway. Sur ces 300 personnes-là, le 3/4 d'entre eux étaient injustement emprisonnés à cause des faux souvenirs, à cause d'une mémoire constructive qui aurait été construite pendant soit l'interrogation ou pendant l'identification de l'individu, à cause des mots utilisés, mettons, par le policier en parlant avec la personne qui doit identifier. Parce qu'ils ont fait d'autres tests avec 2 groupes différents. Ils leur ont fait écouter, regarder un film, une vidéo dans laquelle il y avait des accidents, des collisions de voitures. Puis ensuite, ils ont séparé les 2 groupes qui ont vu le même film. Puis ils leur ont posé des questions sur le film, à savoir à quelle vitesse la voiture roulait quand il y a eu l'impact. Des questions comme ça. Le premier groupe aurait dit elle roulait à telle vitesse et le deuxième groupe disait qu'elle roulait à une vitesse plus élevée. Pourquoi? Parce que dans le deuxième groupe, au lieu de dire à quelle vitesse roulait la voiture lors de la collision, il va avoir posé comme question, par exemple, à quelle vitesse roulait la voiture lors du choc.
Et donc, le mot choc est plus intense et plus agressif, procure plus de stress ou ce que tu voudras en termes d'émotion que le mot lors de la collision. Ça semble plus fatal. Donc, les gens avaient tendance à mettre beaucoup plus d'emphase sur l'intensité des accidents dans la vidéo alors que c'était la même vidéo. Par exemple, il y a même quelqu'un qui a dit qu'il y avait eu des éclats de verre alors qu'il n'y en avait pas eu. Les gens étaient certains, là. C'est sûr, s'il y a 3-4 personnes qui sont certains de la même chose, ça finit par créer une mémoire constructive, comme on appelle, et donc c'est ça. C'est le principe de la théorie psychologique qui explique l'effet Mandela. Puis ces personnes-là n'étaient pas capables d'identifier la bonne personne, et ces personnes-là qui étaient pourtant certaines d'identifier la bonne personne, n'étaient pas capables en fait parce que ils avaient eu un interrogatoire, une interlocution plutôt en tout cas, avec un policier pendant 30 minutes avant de demander à identifier, et cet interrogatoire-là avait été agressif ou avait été manipulé pour faire dire qui était son interlocuteur. C'est vraiment bizarre, tu parles avec quelqu'un pendant 30 minutes, tu y fais face, après ça un policier te demande de l'identifier, puis tu identifies la mauvaise personne alors que tu viens de passer 30 minutes avec elle. Donc, à ce qui paraît, c'est vraiment une technique qui va vraiment aller effacer ou modifier des choses. C'est vraiment réel, c'est pas juste que la personne se souvient mal, la personne est sûre de se souvenir, ça me fait penser un peu à l'hypnose d'une façon. Donc, je sais pas à quelle théorie vous croyez, il y a encore d'autres théories déviantes ou des petites divergences à travers celles dont je vous ai parlé, mais moi je vous ai parlé seulement des théories que je trouvais plus crédibles, plus intéressantes, plus différentes, parce qu'il y a beaucoup d'entre-deux là-dedans, puis tout ça. Mais c'est pas encore poussé, l'effet Mandela est pas encore officiellement expliqué. Puis là, je vous ai toujours pas parlé de Nelson Mandela. C'est là qu'on est rendu. Nelson Mandela, pour plusieurs, c'était un genre de héros. Je sais qu'il a laissé sa place là, à un autre président, je pense. Il a fait 2-3 trucs, on peut dire, félicitations, mais ça s'arrête là parce qu'en fait, c'était un criminel, un communiste, un plein d'affaires. Donc c'est ça que je vais vous parler. C'est pour ça que ça laisse croire que sa date de mort aurait été vraiment trafiquée. Et que c'est pas en fait un mauvais souvenir que les gens ont, que c'est réel, c'est juste que c'est caché, donc il faut faire semblant que c'est pas réel. Nelson Mandela a obtenu le prix Nobel de la paix. Il était membre 33e degré franc-maçon. Je trouve que c'est un élément très important dans l'histoire. Il était de l'ordre des Chevaliers de Malte et on voit souvent la croix de Malte sur les photos. Il y a même eu des timbres en fait de lui-même et on retrouve cette croix aussi dessus. C'était pas un super gentil garçon, genre un héros comme il y en a qui pensent. Il a été formé en fait par le Mossad. Qu'est-ce que c'est le Mossad? C'est l'une des 3 agences de renseignement d'Israël avec le Shabak et l'Aman. Donc je sais pas si vous suivez les théories de ça à propos des agences de renseignement comme la NSA ou whatever. Mais il y a beaucoup de trucs louches, de trucs graves qui se passent là-dedans et il y a des documents qui sont divulgués, exemple par Snowden, des choses comme ça. Donc c'est très probable que sa mort cacherait beaucoup de choses suspectes. Et on sait qu'il a fait de la prison, mais il n'a pas été jeté en prison parce qu'il luttait contre l'apartheid. J'espère que je le prononce bien, là. La lutte entre les Blancs et les Noirs. Il a plutôt été jeté en prison parce qu'il le faisait de façon violente et parce qu'il avait créé une organisation terroriste. Ça s'appelait Lomkhonto Wesizwe. Ça veut dire fer de lance de la nation. Cette organisation terroriste a perpétré de nombreux attentats. l'ANC, l'African National Congress, était elle-même une organisation communiste. Parce que oui, Nelson Mandela était communiste. Et c'était financé par l'Union soviétique, tant que l'Union soviétique a existé. l'ANC s'est défini à partir de 2004 comme un parti socialiste et a rejoint l'Internationale socialiste. Donc pour être clair, l'ANC c'est un parti politique de l'Afrique du Sud qui est membre de l'Internationale socialiste. Et cela, c'était pendant l'apartheid, qui était comme la lutte entre les Blancs et les Noirs, qui était genre dirigée
par Nelson Mandela. Vous voyez l'affaire là? Et c'est en 2008 seulement que les États-Unis ont retiré l'oncle de la liste des organisations qui contribuaient au terrorisme international. Mais, un autre élément de preuve qui montre que Mandela était communiste, c'est la vidéo suivante dans laquelle il chante avec ses camarades communistes comme quoi il faut tuer des blancs. Également, on l'a vu plusieurs fois en train de serrer la main ou en train de faire des affaires avec des communistes, tout ça. Donc ce n'est pas un secret vraiment, c'est juste une information que certaines personnes ignorent, mais c'est pas un secret. Hey, c'était tout pour moi pour cette vidéo sur Nelson Mandela et l'effet Mandela. Je sais pas pour vous quelle est la théorie qui vous semble la plus plausible. Est-ce que vous connaissiez déjà l'effet Mandela? Sûrement que oui. On commence à avoir beaucoup d'informations là-dessus depuis, je te dirais, environ 2 ans. J'en vois beaucoup passer. Si vous connaissiez pas ça, quelle est votre impression là-dessus? J'aimerais beaucoup le savoir en commentaire. Et si vous connaissiez déjà, peut-être que je vous ai apporté des éléments nouveaux. J'ai parlé beaucoup de Nelson et non de l'effet Mandela parce que je trouve que c'est important d'aller à la source avant d'aller dans des théories qui se qualifient quasiment de fiction. Je crois pas aux univers parallèles, aux réalités multidimensionnelles, mais par contre, j'ai vraiment pas de misère à croire que la mort de Nelson Mandela est suspecte et que tout ce qui tourne autour de sa vie, de ses décisions, des événements qui ont été enclenchés par lui ou quelque chose dont il gérait ou à cause de ses relations. Bref, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de magouilles, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. C'est comme ça avec tous les politiciens, tout ce qui est gouvernemental. Donc j'ai aucune misère à croire à cela, mais de là à faire vraiment la définition de ce complot, de cette théorie, je pense pas qu'on va le savoir jamais. J'espère que cette vidéo de la série Mystère vous a plu. Je vous invite à écouter une autre vidéo de la série que je vous suggère ici. Oui. Et ensuite, gênez-vous pas pour vous abonner. J'aime bien ça, moi. Ok. Donc, bye!